La partie cas clinique, on va commencer par un premier cas clinique. Alors, vous recevez en polyclinique une patiente assez âgée de 44 ans qui vient pour une polyarthrite bilatérale et symétrique, touchant essentiellement les mains et les poignets. Apparue il y a 1 mois et demi, donc c'est récent, avec dérouillage matinal de 2 heures et des réveils nocturnes. Alors, c'est une patiente G3P3, la ménopause, donc on note un âge de ménopause très précoce, 38 ans. Et elle a pour antécédent fracture de la cheville il y a 1 an. Elle a même reçu une attelle plâtrée, une insuffisance veineuse, dyslipidémie sous statine et une polyarthrite rhumatoïde chez la tante maternelle. Et quand vous faites l'interrogatoire, vous retrouvez que cette tante maternelle reçoit du méthotrexate. Alors, on fait notre examen clinique, vous faites l'examen clinique. La patiente est en assez bon état général. Le poids est à 82 pour une taille de 1,66 m, soit un BMI de 29 kg. La tension est correcte. L'examen ostéo-articulaire, l'examen axial, le rachis est sans partie, il est indolore non limité. Quand on fait l'examen périphérique, les épaules et les coudes sont indolores, il n'y a pas de flessum. En revanche, vous confirmez la présence de l'arthrite des 2 poignets avec l'imitation de ces poignets. Les mains auront un aspect particulier qu'on appelle aspect de doigt en fuseau. Quand vous faites le squeeze test, vous tombez sur un squeeze test positif, mais il n'y a pas de déformation notable. Alors, le squeeze test, pour vous rappeler, c'est une pression perpendiculaire en regard de l'axe des métacarpophalangiennes. Donc, on fait une pression perpendiculaire. Si on a une douleur, on parle de squeeze test positif. Les articulations des membres inférieurs, pareil. On fait les hanches, genoux, indolores, pas de choc, pas de limitation, pas de flessum. Les chevilles et les pieds, pas d'arthrite ni déformation, squeeze test négatif aux pieds. L'examen cardiovasculaire et pulmonaire sans particularité. Le reste de l'examen somatique est sans particularité. Alors, voici les mains de notre patiente qui a 44 ans, qui a eu une polyarthrite. Donc, vous confirmez l'arthrite des 2 poignets et l'aspect particulier des doigts en fuseau. Quand on a une arthrite des interphalangiennes proximales et quand on épargne les interphalangiennes distales, on a cet aspect donc, de doigts en fuseau. Si on zoome sur le 4e doigt, donc on voit vraiment que c'est un doigt en fuseau, qu'il y a une arthrite des doigts. Alors, première question, quels sont les signes cliniques évoquant pour vous une arthrite? Articulation gonflée. Deuxième proposition, articulation indolore. C'est une question à choix multiples. Empattement froid, articulation chaude, limitation de l'amplitude articulaire. Donc, on laisse les participants en ligne répondre. Très bien. Donc, on a 80, plus de pratiquement 90 articulations gonflées. Articulation chaude, très bien. Limitation de l'amplitude articulaire. Donc, c'est effectivement les bonnes réponses. Alors, voici les bonnes réponses. Donc, effectivement, quand on évoque une arthrite cliniquement, ça sera une articulation. On l'a vu à travers tout cet FMC pendant les séances précédentes que l'articulation est gonflée, elle est chaude, elle n'est surtout pas indolore puisqu'elle est très douloureuse. Il y a aussi une limitation de l'amplitude articulaire. Alors, par ailleurs, vous continuez votre interrogatoire, pas d'érythème malaire ou de photosensibilité, pas de phénomène de Raynaud, pas de syndrome sec ou autre signe de connectivité, pas de signe de spondyloarthrite également. Il n'y a pas également de signes généraux. Alors, quel est selon vous le diagnostic le plus probable? Est-ce une spondylarthrite périphérique, un lupus érythématosystémique, une goutte, une arthrose digitale, une arthrite infectieuse ou bien une polyarthrite rhumatoïde débutante? Très bien. Donc, le diagnostic le plus probable, et on voit que, très bien, donc 75% des participants ont répondu polyarthrite rhumatoïde débutante.
Alors, très bien, vous l'avez vu en polyclinique vous avez constaté les arthrites et maintenant vous allez continuer vous allez adresser la malade chez le spécialiste, mais pour ne pas perdre de temps à la malade, je rappelle que ça fait 1 mois et demi qu'elle a commencé à avoir ses arthrites, vous allez quand même demander une batterie d'examens pour orienter ce rhumatologue. Alors, à votre avis, quel examen complémentaire demandez-vous en première intention? Est-ce que vous allez demander un bilan biologique standard et un bilan d'auto-immunité, un bilan hormonal, des radiographies mains, poignets et pieds, face et 3/4, une tomographie thoracique, une ostéodensitométrie osseuse ou bien une biopsie des glandes salivaires accessoires? Je vous rappelle que c'est en première intention. Très bien, la A. C'est une question à choix multiple. Très bien, la AC. Très bien, effectivement, la bonne réponse, c'est la AC. Donc, nous allons demander un bilan biologique standard, un bilan d'auto-immunité, ainsi que des radiographies mains, poignets et pieds, face et 3/4. Alors, le bilan hormonal n'a pas d'intérêt. La tomographie, non, on va commencer par demander d'abord une radiographie standard du thorax. La DMO, oui, elle sera demandée vu les antécédents de la patiente, mais ultérieurement. Et la biopsie des glandes, a priori, pas de signe d'appel clinique, en tout cas, d'un syndrome sec oculo-buccal pour le moment. Alors, 1 mois plus tard, ça y est, elle atterrit chez le rhumatologue. Donc, nous sommes à 2 mois et demi. Et ce rhumatologue va récupérer les bilans que vous avez demandés. Alors, le bilan standard retrouve un syndrome inflammatoire avec une VSA 50 CRP à 12 mg par litre, une augmentation des alpha-2 à l'électrophorèse des protéines sériques, le bilan d'auto-immunité positif pour les facteurs rhumatoïdes à 80 pour une norme à 15, les anti-CCP à 53 pour une norme à 5 et les facteurs antinucléaires sont négatifs. La radiographie des mains et poignets retrouve un pincement radiocarpien bilatéral, une déminéralisation en bande épiphysaire, mais pas de géode ni d'érosion. Et le reste des radios que vous avez demandé est revenu normal. Alors, le rhumatologue va calculer l'activité de la maladie en calculant le DAS28. Il trouve que c'est une activité modérée. Il fait même l'indice d'évaluation fonctionnelle que l'on appelle le HAQ. Il le trouve à 0,6. Alors, voici les radiographies de face, main, poignet, de face de la patiente. Donc, nous avons le pincement radiocarpien, la déminéralisation en bande épiphysaire, mais en revanche, il n'y a pas de destruction, pas d'érosion, pas de géode. Le reste des radios, pareil, au niveau des pieds, il n'y a pas, mis à part cette déminéralisation diffuse. Le talon, il y a un blindage calcanéen, mais la patiente ne se plaint pas de ses talons. Et la radiographie du bassin de face ne montre pas une atteinte notable, mis à part, encore une fois, cette hypertransparence diffuse. Rappelez-vous, c'est une patiente qui a 44 ans, qui a une ménopause à l'âge de 35 ans. Alors, le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde débutante est posé. Alors, selon vous, chez cette patiente, énumérez les facteurs de risque cardiovasculaire. Une dyslipidémie, la ménopause précoce, les varices des membres inférieurs, le BMI élevé, il était à 29, la polyarthrite rhumatoïde elle-même. Très bien, la A. Donc, je vois pour les participants en ligne qu'ils ont évoqué ménopause précoce, mais en fait, c'est indirectement, oui, un facteur cardiovasculaire, mais pas directement. Donc, plutôt, on va retenir dyslipidémie, les varices, non, dyslipidémie, BMI et la polyarthrite elle-même. Sachez que la polyarthrite rhumatoïde est un facteur de risque cardiovasculaire indépendant. Donc, le fait d'avoir une polyarthrite rhumatoïde est pourvoyeur d'avoir des complications cardiovasculaires. À cause de l'inflammation, tout à fait. Alors, voici les facteurs de risque de la patiente. Alors, selon vous aussi, énumérez-moi les facteurs de risque d'ostéoporose cette fois-ci. L'antécédent fracturaire, la ménopause précoce, les varices des membres inférieurs, le BMI élevé et la polyarthrite rhumatoïde elle-même.
La D, c'est plutôt l'inverse, on va dire. Il manque une réponse. Très bien. Donc, la polyarthrite aussi rhumatoïde elle-même est un facteur indépendant de développer une ostéoporose. Alors, pareil, pour les participants en ligne, l'antécédent fracturaire à 63%, la ménopause précoce à 84%, donc pratiquement tout le monde a répondu ménopause précoce, PR, BMI, c'est plutôt le BMI bas qui est un des facteurs de risque de l'ostéoporose. Voici les bonnes réponses. Alors, maintenant que vous avez d'abord suspecté cette polyarthrite, vous l'avez orientée, vous avez demandé des examens complémentaires. Le rhumato est à 2 mois et demi de l'évolution de la maladie. Il a confirmé par le bilan d'auto-immunité, par les radios, par la clinique, que c'est une PR débutante a priori. Alors, le but, c'est que vous restez sur votre lancée et que vous allez traiter le plus tôt possible cette malade. Alors, selon vous, quel traitement sera débuté chez cette malade? Est-ce que vous n'allez rien donner parce que tout simplement cette malade ne déforme pas encore cliniquement, mais vous allez instaurer un suivi quand même régulier? Vous allez donner des corticoïdes seuls à faible dose et vous allez revoir la malade dans 3 mois. Est-ce que vous allez donner des anti-inflammatoires non stéroïdiens, des antalgiques et revoir la malade dans 3 mois? Est-ce que l'on va mettre du méthotrexate avec optimisation rapide et une faible dose de corticothérapie? Ou bien est-ce que l'on va donner du méthotrexate seul, car on le sait, les corticoïdes sont pourvoyeurs de complications cardiovasculaires. La C. La D. Pour les résidents, c'est la D. Pour les généralistes, la C. Alors, ouais, ils n'ont pas intérêt de se tromper. Alors, rappelez-vous, c'est un rhumatisme. C'est le rhumatisme inflammatoire le plus fréquent. Et en plus, c'est le rhumatisme pourvoyeur de destruction articulaire. Donc, nous sommes dans une optique de traiter de diagnostiquer le plus tôt possible et de mettre un traitement le plus rapidement possible et un traitement efficace qui va lutter contre la progression radiographique. Donc là, on voit les réponses des participants exactement comme dans la salle. Ce qui domine, c'est antalgique, INS et revoir la malade dans 3 mois. Ils sont polycliniques. En revanche, il y a eu en deuxième position la bonne réponse. Donc, ils ont mis quand même à 28%, on va dire, méthotrexate et optimisation, méthotrexate optimisé associé aux corticoïdes. Et c'est la bonne réponse, c'est la réponse D. Deux mètres. Voilà. Mais cette malade est déjà chez le rhumato. Donc, je voulais leur avis concernant, à votre avis, le rhumato. Voilà, elle a déjà. Oh, qu'est-ce qu'il aurait fait? Exact. Voilà. Pourquoi on n'a pas... C'est le traitement gold standard. Oui. Alors, c'est le traitement de fond de la forme débutante. Voilà. Le plus efficace, en tout cas. Voilà. Pour stopper. Exactement. Donc, juste deux mots, pourquoi l'association corticoïde et métaux? Parce que le métaux va mettre du temps pour agir. Donc, le maximum d'efficacité va être, on va dire, à 8 semaines, 12 semaines. Et donc, en revanche, les corticoïdes vont agir très rapidement. Donc, pour casser l'inflammation, on associe, mais bien sûr, nous allons dégraisser puis sevrer très rapidement la patiente de corticoïdes une fois que le méthotrexate aura le maximum de son efficacité.
Alors, 3 mois plus tard, la patiente, donc, je vous rappelle, elle est sous métaux, 20 mg, c'est la dose optimisée, c'est le 20 mg par semaine. Elle est sous faible dose de corticoïdes, mais quand même, vous la revoyez à 3 mois et elle vous dit, ça m'a amélioré, mais elle garde des arthrites, toujours les arthrites des mains et poignets. Le rhumatologue refait son indice d'évaluation, il est toujours dans la même fourchette, activité modérée. Pourtant, nous sommes à 3 mois plus tard. Alors, il décide quand même, il ne va pas refaire des radios, il vient de les faire il y a 3 mois, donc il va faire quand même une échographie des mains et des poignets. Et là, il tombe sur une synovite radiocarpienne grade 1 bilatérale active, une ténosynovite de l'extenseur ulnaire bilatérale grade 2 active au Doppler, une synovite, la première MCP, mais surtout la présence d'érosion infraradiographique. Il n'y avait pas d'érosion au niveau de la radio, et par contre, il y avait des érosions au niveau de l'échographie. Donc, c'est un rhumatisme qui commence à détruire alors qu'on est rien qu'à 5 mois et demi du début de la symptomatologie. Alors, devant l'activité persistante, les lésions à l'écho faites d'érosion et de l'activité, la réponse insuffisante à un traitement pour bien conduit optimisé, la patiente a été hospitalisée. Nous avons instauré une biothérapie tout en gardant en combo thérapie le méthotrexate à 20 mg par semaine. Lorsque on instaure un bilan une biothérapie, nous avons un petit bilan à faire préthérapeutique à la recherche d'une tuberculose latente, entre autres. La patiente, on a réussi à la sevrer des corticoïdes après 3 mois de prise de la combothérapie biologique et méthotrexate. Elle a éventuellement, bien évidemment, reçu une supplémentation vitamino-calcique. Nous avons même prévu de faire une DMO et la correction des facteurs de risque de l'ostéoporose. 6 mois plus tard, la patiente est toujours vue en consultation. Elle est en rémission sous biothérapie. Alors, résumé du cas clinique. Donc, vous avez vu 1 mois et demi de début de symptômes. On a trouvé par les bilans et par les examens complémentaires un syndrome inflammatoire biologique, facteur rhumatoïde anti-CCP positif et le pincement radiocarpien à la radio. Nous avons mis des corticoïdes, méthotrexate à dose optimisée. Pas de réponse 3 mois plus tard. Pourquoi? Il y avait une réponse insuffisante sous traitement de fond et aussi nous avons détecté la présence de destruction à l'échographie des mains poignets. Et donc nous avons instauré du méthotrexate en association avec un biologique. Alors ce que l'on peut retenir, c'est que le rôle du médecin généraliste, c'est de reconnaître cliniquement, c'est ce qu'il a fait, ce médecin, par ce cas clinique, il a reconnu cliniquement une polyarthrite. Il a dépisté donc, la polyarthrite débutante et sa deuxième action, il a adressé au rhumatologue. Alors pourquoi? Parce qu'il faut diagnostiquer très précocement ces rhumatismes pour que le traitement de fond agisse, soit débuté plus rapidement et agisse de la meilleure manière pour qu'il y ait un meilleur pronostic. Et c'est ce que l'on appelle le concept de fenêtre d'opportunité, traité au moment voulu pour pouvoir ne pas avoir la progression structurelle. Alors, instaurer un suivi en contrôle serré, on l'a vu, ce rhumatologue l'a vu chaque 3 mois. Il a évalué à chaque fois la malade cliniquement, biologiquement et les indices d'activité. Et retenez aussi que c'est une malade particulière. Certes, c'était une PR âgée de 44 ans, mais elle avait des facteurs de risque. Et donc, il faudra faire une prise en charge personnalisée, le sevrage des corticoïdes à 6 mois maximum afin d'éviter la corticodépendance, le traitement des comorbidités et des facteurs de risque cardiovasculaires et d'ostéoporose, le dépistage des complications systémiques, la supplémentation vitamino-calcique, la mise en place d'orthèses, mains et poignets et de l'ergothérapie afin de freiner la progression structurelle de la maladie et l'amélioration de la qualité de vie. Et je vous remercie de votre participation.